Aujourd'hui, je vais vous parler de la célèbre catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelles en furent les conséquences? Mais surtout, comment cet événement fut révélateur d'une crise de régime qui annonça l'effondrement de l'URSS 5 ans plus tard, en 1991. Le nom de Tchernobyl est connu de tous. Il est dans les mémoires collectives associé à celui des désastres nucléaires. Tchernobyl est devenu une expression en soi. La crainte d'un nouveau Tchernobyl est un de nos cauchemars modernes aujourd'hui depuis plus de 30 ans. Avouez-le, qui n'y pense pas aujourd'hui en passant à côté d'une centrale nucléaire? Tchernobyl est avant tout le nom d'une ville ukrainienne, à 100 km environ au nord de Kiev, près de laquelle fut construite la centrale qui a pris son nom dans les années 1970. En vérité, la centrale est localisée dans la ville de Pripyat, qui fut construite en même temps pour y héberger les employés de la centrale. Pripyat est aujourd'hui une ville abandonnée, devenue un musée à ciel ouvert de la fin de l'ère soviétique. L'activité radioactive y est encore très importante. Il est important de rappeler qu'à l'époque des événements, l'Ukraine fait partie de l'Union soviétique. Nous sommes en 1986, à la fin de la guerre froide. Cela fait 39 ans que le régime communiste est engagé dans un conflit indirect avec les États-Unis. Deux modèles sont en compétition et la maîtrise de l'énergie nucléaire est un enjeu majeur, synonyme de puissance et de modernité. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose suite à une série de défaillances humaines et techniques. Une partie du cœur nucléaire est alors à l'air libre, ce qui provoque un énorme incendie qui dégage dans l'atmosphère d'importantes quantités de poussière et de gaz radioactifs. Des centaines de pompiers et de travailleurs, que l'on nommera les liquidateurs, seront mobilisés pendant des mois pour maîtriser l'incendie, étouffer le cœur du réacteur en fusion et construire un sarcophage au-dessus du site accidenté pour éviter d'autres rejets radioactifs dans l'atmosphère. Et tout cela dans des conditions de travail pas géniales, je vous laisse imaginer. Ces hommes subiront les conséquences terribles de leur forte exposition aux radiations en mourant directement ou non dans les jours, les mois et les années qui suivront. Les premières conséquences de la catastrophe sont d'abord sanitaires et environnementales. Des milliers de personnes seront contaminées par les radiations avec plus ou moins d'intensité. Toute la zone autour de la centrale sera inhabitable dans un rayon de 30 km, mais la contamination des sols et des aliments dépassera largement ce périmètre. L'Europe occidentale sera également impliquée puisque le nuage radioactif produit par l'incendie finira par recouvrir 40% de la surface du territoire dans les jours suivants, notamment la France et la Belgique. Nos pays n'auraient jamais officiellement subi les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl. Cependant, des études parallèles et certaines ONG contestent cette position, révélant un risque possible pour les habitants européens de cette époque, notamment les très jeunes enfants à la fin des années 80. Au niveau humain, les chiffres ne sont pas toujours très clairs, mais une initiative des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'OMS a estimé en septembre 2005 les décès liés aux radiations à 4000 à terme. D'autres organisations, comme Greenpeace, parlent de centaines de milliers de victimes liées au cancer développé des années après. Les conséquences de cette catastrophe seront également très importantes au niveau économique, politique et psychologique pour l'Union soviétique. Certains historiens évoquent même le début de son effondrement. Et c'est là que ça nous intéresse. En 2019, HBO a produit une très bonne mini-série liée à l'événement appelé Tchernobyl qui a connu un franc succès. Je vous propose de visionner une des scènes finales, sans spoiler, dans laquelle Valéry Legasov, un expert en charge d'analyser les causes et les responsabilités de la catastrophe, apporte des éléments de réponse très intéressants à notre question. The fully withdrawn control rods begin moving back into the reactor. These rods are made of boron, which reduces reactivity, but not the tips. The tips are made of graphite, which accelerates reactivity. Why? Why? For the same reason, we are the only nation that builds water-cooled, graphite-moderated reactors with a positive void coefficient. It's cheaper.
No one in the room that night knew the shutdown button could act as a detonator. They didn't know it because it was kept from them. Comrade Legasov, you're contradicting your own testimony in Vienna. My testimony in Vienna was a lie. I lied to the world. I'm not the only one who kept the secrets. There are many who were following orders from the KGB, from the Central Committee, and right now there are 16 reactors in the Soviet Union with the same fatal flaw. 3 of them are still running, less than 20 kilometers away at Chernobyl. Professor Legasov, if you mean to suggest the Soviet state is somehow responsible for what happened, then I must warn you, you are treading on dangerous ground. I've already trod on dangerous ground. We're on dangerous ground right now because of our secrets and our lies. They're practically what define us. When the truth offends, we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. Nous avons vu dans cet extrait que Valéry Legasov pointe la responsabilité du régime soviétique dans l'accident de 2 manières. D'abord, d'un point de vue économique. L'accident aurait été facilité par un problème de matériaux inadaptés durant la construction de la centrale, parce que cela était... Il est important de souligner en effet que dans les années 80, l'URSS subissait une crise économique durable qui l'affaiblissait considérablement. Malgré un accès aux ressources et aux matières premières très important, l'économie soviétique souffrait d'infrastructures vieillissantes et d'un modèle basé sur l'économie planifiée à bout de souffle. De plus, la course aux armements avec les États-Unis, qui mobilisaient une bonne part du budget du régime, avait fini par ruiner l'Union soviétique. Cette crise économique impacta fortement la société russe, dont une grande partie vivait dans la pauvreté et avait peu accès aux équipements, ou alors à des équipements de moindre qualité. Ce serait donc la même raison qui expliquerait que la centrale nucléaire de Tchernobyl n'ait pas respecté certains critères de sécurité essentiels qui lui auraient permis d'éviter une catastrophe de cette ampleur. L'autre point abordé par Valéry Legasov est celui de la responsabilité morale du régime communiste. Il l'accuse d'avoir dissimulé des informations importantes et d'avoir menti avec une constance qui en ferait une véritable caractéristique du régime. L'expert met en lumière, à travers l'exemple de la catastrophe de Tchernobyl, une autre cause profonde de l'effondrement du bloc soviétique, celui d'un système bureaucratique à la tête de l'État à bout de souffle, fonctionnant sur le mensonge, la dissimulation et le contrôle de la société. En 1986, l'Union soviétique est dirigée par Mikhail Gorbatchev. Le régime n'est plus la dictature totalitaire de l'époque de Staline, mais n'est pas encore une démocratie, malgré le caractère très progressiste du dernier dirigeant soviétique. Comme dans tous les régimes autoritaires, l'information est rigoureusement contrôlée et sélectionnée. Les voix dissidentes n'ont pas leur place, la liberté d'information et d'expression n'existe pas. Bien que M. Gorbatchev s'en défende aujourd'hui, il a été reproché à l'époque au gouvernement soviétique d'avoir caché la nouvelle dans les premiers jours et d'avoir minimisé l'ampleur de la catastrophe. En effet, alors que la guerre froide n'était pas terminée, la catastrophe de Tchernobyl pouvait être un révélateur énorme de la faillite du modèle soviétique. Et c'est ce qu'elle fut. Dans les années 80, Mikhail Gorbatchev lui-même se rendait compte que l'idéal communiste de la révolution de 1917 s'était sérieusement étiolé avec le temps à cause des pratiques autoritaires du régime qui avait confisqué la parole et l'information. L'introduction d'un début de liberté d'expression dans les années qui suivirent, initiée par Gorbatchev lui-même à la suite de la catastrophe, sera d'ailleurs l'élément déclencheur de l'effondrement de l'URSS. En conclusion, si l'accident nucléaire de Tchernobyl n'est pas la cause principale de l'effondrement du bloc communiste entre 1989 et 1991, il en porte indéniablement les germes. Il fut le révélateur des faiblesses du régime soviétique en matière économique, mais également en matière politique. Le manque de transparence dans les pratiques de l'État et la confiscation des libertés auront eu ici des conséquences qui firent des milliers de victimes. C'est en voulant lutter contre ces 2 problèmes endémiques et redonner un souffle nouveau à l'Union soviétique que Mikhail Gorbatchev a initié au lendemain de la catastrophe la perestroïka et le glasnost, 2 pratiques visant à la libéralisation économique et politique du régime. Sans savoir qu'en faisant ça, il tirait une balle dans le pied du régime, justement. Mais ça, c'est une autre histoire.